Bonjour. En concevant le cycle de conférences Les secrets de fabrique, nous avons voulu faire se croiser des approches de différentes disciplines artistiques, mais également montrer comment le travail de recherche croise, nourrit et interroge la fabrique du projet. Nous avons également, dans ce cycle, tenu à ouvrir une plateforme à des jeunes architectes qui posent, ou plutôt reposent, la question de la place de la recherche dans leur pratique, et c'est le cas avec notre invitée d'aujourd'hui, Nancy Ottaviano. Nancy Ottaviano, qui est diplômée de l'école d'architecture de Paris-Belleville et qui a d'abord porté son attention sur un terrain particulier qui était celui des 4000 à Courneuve, avant de s'engager dans un doctorat en aménagement et urbanisme à l'université Paris X Nanterre et dans le laboratoire architecture anthropologie LAA, à l'école d'architecture de Paris-La Villette. Doctorat où elle interroge la notion d'innovation numérique dans les processus de conception architecturale et urbaine. Alors peut-être rappeler que le laboratoire qui fait partie également de l'UMR La Vue, qui se situe ici dans notre école, développe une anthropologie de l'urbain en faisant une large place à l'expérience du terrain, à la fois dans sa matérialité, mais également dans le rôle des acteurs qui le façonnent et qui l'habitent, et en prêtant une attention particulière aux relations entre les faits et les fictions, les transformations et les discours qui les portent. Et ce n'est pas un hasard si cette question des acteurs et des discours se trouve également au cœur des préoccupations de Nancy Ottaviano, puisqu'elle intervient également dans le programme Sciences Po Expérimentation en art et politique, un programme qui est coordonné par Bruno Latour, où elle travaille en équipe sur la démocratie participative et l'usage du numérique. Nancy Ottaviano fait également partie du collectif 14 qui lui permet de mettre en pratique cet engagement participatif dans la fabrique du projet. Et aujourd'hui, elle vient donc de nous présenter une expérience particulière, une expérience du workshop sur la cité bionumérique pour les jeunes professionnels et étudiants à l'atelier international du Grand Paris qui a eu lieu en juillet 2012. Donc je lui passe la parole. Merci. Alors merci beaucoup tout d'abord pour l'invitation à venir donc vous exposer un morceau de mon travail de thèse aujourd'hui. Donc bon, sur se présenter, ça vient d'être fait, donc j'ajoute rien, si ce n'est que le terrain de la Courneuve n'était pas le mien, mais c'est pas très grave. Et on va tout de suite entrer du coup dans le vif du sujet, puisque comme vous avez pu le lire sur le résumé sur les affiches éventuellement, aujourd'hui j'ai posé une question qui finalement peut paraître simple. C'est de comprendre quelles sont les références que les participants à ce workshop que je vais vous exposer un peu plus après avaient amené avec eux, qu'est-ce qu'ils avaient dans leur valise, et comprendre comment est-ce qu'ils les ont mobilisés. Finalement, lorsqu'on fait du projet, on mobilise très souvent des références, donc je vais essayer de m'attacher à comprendre ce que ça veut dire et comment est-ce que ça s'est passé surtout. Donc sur le plan général de la présentation, donc je l'ai structuré en 3 parties. Tout d'abord, donner quelques balises. Il y a des mots-clés là dans les choses dont on va discuter, donc on va brièvement harmoniser nos représentations pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, ou en tout cas à peu près. Une présentation du contexte, donc qu'est-ce que c'était ce workshop, pourquoi, comment, avec qui, etc. Un point sur la méthode d'enquête que j'ai employée, parce qu'elle est assez singulière et finalement on construit très peu souvent la théorie comme j'essaye de l'approcher. Qu'est-ce que c'est ces images qu'ils ont amenées? Donc un point sur effectivement le corpus à partir duquel j'ai construit la présentation aujourd'hui. Comment ces références ont-elles été présentées par les étudiants? Est-ce qu'on peut en tirer une typologie dans l'approche que les étudiants ont eue de ces références, étudiants et jeunes professionnels?
Puis, je vais vous présenter quelques situations issues du terrain où finalement j'essaye de regarder dans le processus de conception dans lequel les participants étaient pris, qu'est-ce qui est passé entre les références et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait le lien entre la source initiale de la référence et la proposition dans le projet. Alors, quelques balises. Donc, tout d'abord, le mot projet. Le projet est au cœur de l'activité professionnelle des architectes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais étudiante en architecture, finalement, j'avais des cours d'histoire de l'art, des cours de construction, et j'avais des cours de projet, mais c'était des cours où on approchait le projet que de manière empirique. C'est-à-dire que j'avais pas de cours sur ce que ça veut dire faire du projet. On fait le projet en le faisant, on apprend en le faisant. Or, cette idée de projet qui passe par le faire peut être questionnée. Et si on s'intéresse à l'étymologie même du mot projet, proiectum, il y a l'idée de G en avant. Là-dessus, le travail de Jean-Pierre Boutinet, une anthropologie du projet qui est paru en 1990, propose 4 grandes thématiques qui finalement sont des façons de lire cette question du G vers l'avant, de projeter vers le futur. Il y a le projet comme objet, le projet comme sujet, le projet comme rejet, le projet comme trajet, et enfin le projet comme surjet. Objet, on peut le comprendre assez facilement, c'est l'idée de l'objet architectural. Sujet, c'est le moment où cet objet architectural est activé par le sujet qui le conçoit. Je fais très bref. Rejet, finalement, dans l'activité de projet, on pense souvent qu'on formule des choses, mais il y a aussi tout un tas d'éléments formulés qu'on élimine au fur et à mesure. Donc la construction d'un projet passe aussi par le rejet d'un ensemble de propositions qui ne sont pas retenues. Trajet, parce qu'il s'agit d'un processus et d'un parcours. Et enfin, surjet, qui est une notion qui peut-être n'est pas très connue pour nous, qui est très connue dans les milieux médicaux. Le surjet, c'est le moment où on recoue ensemble des tissus. Donc c'est l'idée que le projet, finalement, procède par l'assemblage d'éléments hétérogènes. Référence. Alors, je vous mets ici cette citation de Boudon, qui est parue dans le projet d'architecture, le cours d'architecturologie, en 1994. Et c'est un livre très gros sur la question du projet, qui fait référence. Il y a beaucoup de livres sur comment est-ce qu'on conçoit, etc. Mais il n'y a aucun livre qui adresse directement la question des références. Et Boudon, dans son livre, c'est le seul passage où directement il cite la question de la référence dans le projet. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Les images lues dans l'espace construit, mais aussi l'acte même de leur lecture, sont potentiellement générateurs pour le projet. Il convient d'ailleurs, à cet égard, d'insister sur la diversité des images ou signes pouvant potentiellement être perçus de manière stimulante pour la conception. D'un architecte à un autre, ce sera le cinéma, la mode ou telle autre architecture qui sera le support privilégié, non seulement de l'inspiration, mais au-delà de perspectives effectives de conception. » Alors il y a plusieurs choses dans cette phrase. D'une part, l'idée que les lectures d'espace peuvent venir de différentes sources. Il parle de cinéma, de mode et d'architecture en elle-même. Moi aujourd'hui, je vais focaliser sur les références qui sont internes à notre discipline. Vous verrez que c'est pas une division si évidente parce que dans le travail de terrain, on voit qu'il y a des permutations et des perméabilités entre les différents types de sources. Ensuite, il y a l'idée d'inspiration dans cette phrase. Et finalement, l'inspiration, c'est un des modes par lesquels on peut mobiliser les références, mais de nouveau, il y en a beaucoup d'autres. Et donc, en fin de présentation, je vais essayer de les caractériser. Alors, une référence, si on regarde la définition standard, on sort un petit peu là du champ directement de la conception du projet. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'abord une action. C'est l'action de se référer à quelqu'un ou à quelque chose. Donc une référence, c'est mettre un peu d'ailleurs dans le ici. C'est renvoyer vers un support qui est extérieur au lieu où on se trouve et à l'activité dans laquelle on est pris. Par métonymie, donc c'est la chose à laquelle on se réfère, mais c'est un entendement métonymique.
En linguistique, c'est la fonction par laquelle un signe linguistique renvoie un objet du monde extra-linguistique, réel ou imaginaire. Donc de nouveau cette idée de on est dans une discipline et on mobilise quelque chose qui vient de l'extérieur. Il y a une valeur référentielle dans le sens où cela renvoie directement à un autre objet. Dans des sens très courants, les références d'une entreprise sont ses réalisations. Vous-même, lorsque vous faites un book, vous faites le book c'est votre dossier de référence, c'est-à-dire la capacité à faire montrée par un ensemble de productions. En communication, référencer, ça veut dire fabriquer un échantillonnage dans lequel on peut puiser tel qu'on veut pour proposer une gamme ou un produit. C'est une idée qui finalement est un peu aussi issue de l'idée de l'ouvrage de référence, qu'on ne parcourt pas en entier, dans lequel on pioche les choses au fil des besoins. Un dictionnaire, typiquement, est un ouvrage de référence. Et enfin, il y a l'idée d'un système de référence en géographie. Un système de référence, c'est le système de coordonnées cartésiennes ou galiléen dans lequel on se trouve. Dans les logiciels, dans les systèmes d'information géographique, on parle de système référentiel de coordonnées aussi. Donc, gardez en tête ces différents aspects, parce que finalement, chacun de ces différents éléments peut se trouver dans la façon dont on mobilise des références en architecture. On va essayer de voir comment. Alors, le contexte. Donc, dans le cadre de mon doctorat, j'ai fait différents terrains. Des terrains au sens ethnographique. Je reviendrai sur ce mot de méthodologie juste ensuite. Il y en a 3. L'European Street Design Challenge, qui est une compétition de étudiants et jeunes professionnels qui se développe à Futur en Seine, le festival de l'innovation numérique en Île-de-France. Urban Fabric Organization, qui est une agence de prospective et d'urbanisme. Et le workshop de la Cité bionumérique, sur lequel je vais cibler aujourd'hui. Ce workshop s'est déroulé à l'Atelier international du Grand Paris. Et donc je pouvais le prendre comme terrain puisqu'il formait un système de, une situation au sens de Auger. Donc à la fois des registres interactionnels, un lieu situé dans le temps et j'ai perdu le troisième, pardon, et des systèmes d'interaction entre les participants. Donc c'est un workshop de type Summer School. Est-ce que parmi vous il y en a qui ont fait déjà des workshops de type Summer School? Oui, au premier rang, ça compte pas. Ok, personne d'entre vous. Donc les workshops Summer School sont proposés, c'est des workshops qui sont proposés sur des temps d'été, en général dans des écoles, mais pas forcément. Il peut y avoir des partenaires extérieurs et c'est ouvert en fait. Il y a un appel à participation et qui veut s'inscrire. C'est assez répandu, il y en a sur tous les sujets. Je pense que si vous le prenez dans l'école, vous trouverez des affiches de workshops type Summer School. Donc là, celui-ci rassemblait 3 institutions, l'Atelier international du Grand Paris, l'Atelier international expérimental pour la Cité bionumérique, qui est en fait porté par 2 des organisateurs du workshop, et l'Université de Yeongnam en Corée, à Séoul. Donc il y avait 3 organisateurs principaux, Claire Bailly, Jean Mageran, qui sont tous les 2 les fondateurs de l'Atelier international expérimental pour la Cité bionumérique, et qui sont tous les 2 enseignants et architecte paysagiste, et le professeur Sungman Baek, qui est aussi architecte, docteur en architecture et professeur à la Yeongman University. En tout, ça rassemblait 25 étudiants et jeunes professionnels. Donc il y avait 4 équipes de 4, une équipe de 3 et une équipe de 5. Ça c'est un point important parce que du coup c'est un projet qui se fait dans la négociation. Donc l'aspect interactionnel de la citation de Calon que je vous ai montré tout à l'heure était tout à fait important dans la façon de procéder des participants. Et dans chaque équipe, c'était mixte, à la fois hommes-femmes, mais aussi France-Corée. Il y avait aussi 3 assistants, tous fraîchement diplômés de l'école d'architecture de Paris-la-Villette. Ils avaient fait leur diplôme sous la direction de Jean Mageran. 2 doctorants rattachés à la IGP qui faisaient le lien en fait entre la structure accueillante et l'équipe du workshop. Et il y avait moi, en tant qu'observatrice et doctorante. Donc ça s'est déroulé donc du 19 au 27. Samedi et dimanche étaient travaillés. C'était à la fois un workshop, mais aussi un séminaire de recherche, puisqu'en tout il y a eu 14 conférences réparties sur 6 jours, avec des sujets hétéroclites.
mais essentiellement qui servait finalement à donner un ensemble de thématiques et d'exemples autour de la thématique principale du workshop, qui était la cité bionumérique. Alors cette idée d'alliance entre théorie et pratique, aujourd'hui, elle est assez discutée, notamment avec la tendance du research by design. On verra si effectivement ici c'était le cas. À mon avis, pas exactement. C'était essentiellement des activités de projet qui étaient demandées. Alors pourquoi faire un workshop à la IGP? Alors là-dessus, il y a une ligne politique qui a été portée par l'ancien président, enfin directeur, et qui est résumée dans cette phrase que je vous ai mise. Et ça, c'est, je pense, un enjeu dans le positionnement des étudiants vis-à-vis du monde professionnel, à savoir la liberté de parole et d'invention offerte par ce cadre pédagogique international a permis d'éclairer d'un jour nouveau ces démarches de projet qui contribuent utilement à nourrir le corpus de référence à partir duquel peut se construire le Grand Paris. Ce qui était attendu des étudiants, c'était l'imagination au pouvoir, et c'est en cela que le workshop se disait être un workshop de prospective. La prospective, c'est une science constituée. En France, le courant dominant, enfin, en tout cas qui l'a été, c'était porté par Gaston Berger, et c'est l'idée quand même de modélisation d'un futur à partir de tendances actuelles. Les tendances, donc voilà, je vous mets l'affiche et le programme pour que vous voyez un peu comment c'était présenté. Donc on a déjà un registre graphique qui pourrait être analysé. Et donc cette histoire de workshop prospective, ça se trouvait très fortement exprimé dans l'énoncé même de la problématique du workshop. Quel visage les technologies du vivant et du numérique donneront-elles à la ville de demain ? Dans cette problématique générale, ils proposaient 5 sous-thèmes qui leur semblaient caractériser les organisateurs, caractériser ce que pourrait être cette cité bionumérique. Donc l'idée du collectif, collaboratif, participatif, l'idée du temps réel, de la mobilité, de la flexibilité, de la prothèse, voire de l'intelligence artificielle, et d'une nature urbaine. L'hypothèse initiale formulée par les organisateurs et sur laquelle il était demandé aux étudiants de réagir, c'était la formulation d'une pièce urbaine, comment est-ce qu'ils l'appellent ? Une cité hyper collective, constituée d'unités urbaines de 5000 habitants. Donc on est clairement dans un registre de la densité. Pourquoi ? Parce que l'hypothèse est faite dans ce registre prospectif que la ville grandit, la loi sur le Grand Paris prévoit 70 000 logements, 50 000 personnes annuelles supplémentaires. Dans cette hypothèse-là, il y a l'idée de la ville sur la ville, mais comme il y a un système de transport qui arrive, ils veulent aussi tester ces hypothèses de cité hyper collective aux proches des futures gares du Grand Paris. Donc la question qui est posée, c'est finalement quel nouveau mode d'urbanisation pour la ville de demain. Donc ça, c'est l'hypothèse explicite. Mais en fait, en lisant l'ensemble de la plaquette, il y a aussi une autre hypothèse, qui est une hypothèse moins affirmée en tant que telle, mais qui gouverne très fortement l'approche proposée aux étudiants. C'est l'idée qu'il y a une diffusion inéluctable des technologies du numérique et du vivant dans les modes de vie. Et ça, c'est un point qui mérite d'être questionné, soit, qui les inscrit dans un registre du déterminisme technologique. Ça va sortir très fort dans les projets. Donc je casse un peu le suspense, mais enfin, quand on voit leur hypothèse de départ, on peut s'en douter. Et c'est aussi l'idée d'une déclinaison du projet spatial au projet social. Dans le sens où les étudiants allaient être amenés à faire des hypothèses sur ces questions des modes de vie. Alors ma méthode d'enquête. Donc, je vous ai parlé d'ethnographie. Cette idée-là, c'est de dire qu'on construit la théorie à partir du faire en lui-même. Usuellement, dans les ouvrages de théorie en architecture, on parle plutôt à partir des discours qui sont produits sur la pratique. Ça fait partie de notre activité d'architecte de produire du discours. Les architectes écrivent beaucoup. Ici, je prends un peu la chose à rebrousse-poil. Alors, je suis pas la première à le faire. Sophie Houdard, avant moi, a travaillé sur l'agence Kengo Kuma, Albena Yaneva sur l'agence Oma Amo, que vous connaissez.
Et donc, c'est une approche de type ethnographique. Donc, ethno de tribu, graphie d'écriture. Donc, finalement, comment écrire et décrire cette tribu que j'ai observée, qui est une tribu d'architectes. C'est pas un exercice facile, d'autant plus que cette tribu est la mienne. Je suis architecte. Et dans toute démarche ethnographique, même des personnes comme Bruno Latour, que je vous mets en citation ici, expriment la difficulté de construire une distance vis-à-vis de l'objet d'étude. En gros, si la présence sur place est très riche pour expliquer le processus en train de se faire, elle pose aussi des problèmes et des difficultés qui sont des difficultés de distance réflexive. Quand on est dans le terrain, on est dans le terrain. Quelles sont les données qui sont issues de ces terrains-là? D'abord, le carnet de notes, très important, qui sert vraiment la description et qui est à peu près l'outil le moins intrusif que j'ai trouvé pour ne pas déranger trop les personnes que j'observais. Mais aussi énormément de photographies de type documentaire, des enregistrements audio, des films, et les fichiers de travail, de pré-rendu et de rendu de chacune des équipes. C'est extrêmement difficile de faire accepter à ces personnes que j'observais de récupérer les fichiers de travail. Il y a une sorte de pudeur sur ces étapes-là. Honnêtement, je les remercie beaucoup pour leur patience parce que je pense que moi-même j'aurais eu beaucoup de mal à avoir quelqu'un derrière mon épaule pendant que je travaille sur mon ordinateur. Mais il n'empêche que c'est en regardant les fichiers de travail, les pré-rendus et les rendus qu'on peut essayer de décrire pleinement ce processus qui serait la conception en elle-même. Je vais passer là-dessus. Alors, des images dans les valises. Donc, je vous ai expliqué qu'il y avait des Français et des Coréens. Les Coréens sont venus en étant encadrés par leurs professeurs. En amont de leur venue, le professeur leur a demandé de rassembler des références. Ils connaissaient déjà la commande, donc le choix de construction du corpus était très lié à cette problématique générale sur les technologies bionumériques. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. En tout, j'ai 15 fichiers. Ces fichiers présentent tous le motif de la tour, puisqu'il y a l'hypothèse d'une cité hyperdense. Chacun présente entre 1 et 10 projets, et on est dans une architecture de type mondialisé, avec une tendance qui peut être identifiée comme ce qu'on appelle les archistars, mais en même temps, en termes de type de source, ça va de personnes très connues, comme Somme, Oma, jusqu'à des illustres inconnus, qui sont de jeunes étudiants qui viennent de gagner un concours étudiant. Donc notamment le concours Evolo, qui est un concours annuel sur le design d'immeubles de grande hauteur. Alors, quelques remarques générales sur ce corpus dans son ensemble. Donc, M comme mondialisation, là-dessus je vous renvoie à l'abécédaire paru il y a quelques années au cahier de la recherche architecturale et urbaine, sur le positionnement des architectes vis-à-vis de cette tendance. En termes de sources, toutes viennent du web, et dans certains cas, on a du web avec des journaux, des magazines d'architecture en ligne, des blogs et les sites des agences elles-mêmes. Et parfois, dans la façon de présenter les références, on a tout un article d'Archdaily. Il y a une homogénéité apparente, et vu la question, une chose surprend, c'est qu'ils auraient pu citer Hundertwasser, mais 95% des sources datent d'après 2008. Ça, c'est un fait, je pense, extrêmement marquant dans la construction du corpus et dans l'approche de la référence qu'ont eu ces étudiants. C'est une histoire qui s'écrit au présent. Alors, comment est-ce qu'ils les présentent, justement? Ce sont tous des fichiers PowerPoint. Donc, ce qu'on voit, en gros, je vous en ai mis une pour que vous voyez comment elles sont présentées, c'est une succession d'images
de ce type-là. Donc là, c'est un fichier où il y a 3 références présentées. Le projet Dream Hub de Norman Foster qui était dessiné pour la Corée. Un second projet par l'agence Rex, le projet R6. Donc l'agence Rex, je vous ai mis cette citation parce que ils sont absolument contre la logique de Star Architecture tout en s'inscrivant dedans puisqu'ils produisent des architectures assez héroïques. Donc, de nouveau, des documents de l'agence Rex. Et enfin, dernière référence, Stephen Hall pour le projet Hudson Yards de 2007. Alors, cette présentation-là est assez significative de l'ensemble des présentations qu'ont produit ces étudiants. Donc d'une part, on peut noter une primauté de l'image pleine page. Je suis en train de vous dire des choses qui peut-être vous paraissent évidentes, mais en fait, elles ont une réelle importance. Je ne sais pas comment vous construisez vos références, mais en tout cas, ici, primauté de l'image pleine page. Très peu de légendes. Aucune légende, à vrai dire, sauf celles qui sont déjà incrustées sur l'image et qui ont été mises par les architectes. Le nom de l'architecte prime sur le nom du projet. On n'a jamais les dates. C'est moi qui suis allée les chercher une par une. Au total, sur 3 projets, on a 53 sources iconographiques, dont 18 perspectives, 12 plans, une seule coupe, une seule élévation, 4 schémas, 9 diagrammes, 3 détails de façade et une photo de maquette, avec cette succession de maquettes qui présente des recherches formelles. Ramené à l'ensemble du corpus, c'est assez significatif, dans le sens où, sur l'ensemble du corpus, 55% des sources iconographiques sont des perspectives, 30% des plans et 15% sont autres. Dans ces autres, les schémas priment. Par schéma, alors j'ai fait une différence entre schéma et diagramme. Diagramme, ce sont ces modélisations qui servent à l'optimisation d'une forme. Schéma, ce sont ce type de dessins qui finalement cherchent à expliciter le processus par lequel la forme construite a été donnée. On peut essayer de faire une première typologie à partir juste de cette présentation-là. Donc il y a des références qui servent à montrer l'objet en tant qu'objet, notamment les vues d'ensemble et les vues immersives. L'objet en tant qu'objet, dans ses qualités construites et dans ses qualités d'ambiance. Mais il y a aussi des images de référence qui servent à décrire l'objet en tant que projet. C'est le cas de ces formes naturelles que Foster mobilise, qui procèdent d'un registre métaphorique ou analogique. Je ne suis pas en direct que ce serait analogique, moi je pense que c'est plutôt métaphorique. Des recherches formelles, donc ici avec l'idée de la série, on produit en série jusqu'à se trouver la forme optimisée. Des processus de composition qui sont schématisés ou des schémas qui servent à faire émerger le concept. Ce dernier registre a beaucoup marqué les étudiants. Mais alors finalement, comment est-ce que ça s'est passé tout ça? En termes de temps, ça va. Tout d'abord, ils ont été emmenés sur place à l'Atelier international du Grand Paris. Ils ont été emmenés dans une méthode dite algorithmique. L'idée de cette méthode, c'était en fait, à travers une métaphore liée aux technologies du numérique, de définir une succession d'actions qui justifieraient le projet. Ça rejoint les schémas que je viens de montrer sur les processus de conception, sauf que là, ils sont pensés à un niveau plus conceptuel qui est de l'ordre de l'arborescence. Donc je vous ai mis un exemple ici de ce qui a été fait, où par métaphore, à partir du fonctionnement de Facebook, on essaye d'imaginer quels sont les ingrédients qu'on va mettre pour imaginer la ville de demain. Autre exemple, à partir de Wikipédia, où là, ils se sont attachés à décrire le processus de Wikipédia pour ensuite remplacer, terme par terme, par des étapes de projet. Alors ça a posé des difficultés monstrueuses dans le workshop. D'une part parce que c'est pas une méthode de conception usuelle, et d'autre part parce que le mot algorithme gênait. Donc ici, je vous mets un extrait de terrain.
où finalement ils discutent, voire ils s'opposent. Tom est un des assistants, donc il est là pour les aider à concevoir leur projet. Les algorithmes, c'est pas du tout mathématique dans ce cas. C'est réellement un moyen d'expliciter le processus de conception. Une recette de cuisine peut être considérée comme un algorithme. C'est une suite logique d'actions qui entraîne des conséquences à chaque étape. C'est dans ce sens-là que ça a été utilisé dans le workshop. L'équipe dont je vais vous parler maintenant, qui a travaillé sur la métaphore du peer-to-peer, s'est abreuvée de références au tout début. Ils ont passé la première demi-journée à regarder ensemble des références. À quoi ça sert ? Ça sert finalement à embrayer. Et là, je fais appel à Boudon et à l'architecturologie. Embrayer au sens de commencer à mettre en lien la théorie et la pratique. Commencer à dire qu'est-ce que c'est là-dedans qui m'intéresse, qu'est-ce que c'est que toi tu vois, et donc aussi harmoniser les représentations entre les différents membres de l'équipe. Ça leur a servi à se donner un horizon commun, un plan partagé sur lequel ils allaient pouvoir projeter la cité bionumérique. Après la première demi-journée, ils n'ont plus jamais regardé de référence. Pendant tout le reste du workshop, c'était fini. Dans la méthodologie du workshop, ils devaient d'abord travailler cette histoire d'algorithme que je vous ai montrée, cette métaphore initiale pour s'aider à penser une succession d'actions, puis travailler à l'échelle urbaine, puis décliner le principe de déployer à l'échelle urbaine, à l'échelle architecturale. Cette équipe-là, en travaillant à partir de la métaphore du peer-to-peer, s'est ensuite attachée à un algorithme qui existe dans le logiciel qu'ils utilisaient, donc un algorithme au sens réellement mathématique, qui s'appelle Voronoi. Et donc ils ont déployé leur projet en plan en générant des triangulations de Delaunay. Chaque point central, chaque foyer de la triangulation devient ensuite la génératrice d'un Voronoi. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble après. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre qu'à un moment donné, dans le temps du workshop, en manipulant sur Rhino, ils ont découvert cette fonction et que la valeur d'expérimentation a pris complètement le pas sur le dessin lui-même. Donc, à partir du moment où ils ont découvert cette fonction, ils se sont mis en mode expérimentation autour de ça. Et l'objectif, c'était de générer le projet avec cet outil, cette fonction qu'ils avaient découverte dans leur logiciel. Alors, ça s'est décliné, donc d'abord ils l'ont découvert en 2D, puis ils ont essayé de l'expérimenter en 3D. Ça posait tout un tas de problèmes machines. D'abord, c'est lourd, les ordinateurs crachaient. Alors, les ordinateurs crachaient aussi parce qu'il faisait terriblement chaud sous la verrière de la IGP, mais ça a été un vrai problème pour plusieurs participants. Et donc, finalement, ce que je suis en train de vous décrire ici, c'est une référence embarquée dans le logiciel, c'est-à-dire ce Voronoi, qui est un algorithme, et qui en fait, Voronoi, c'est le nom du mathématicien qui, à l'origine, a conçu cet algorithme. Donc, sans le savoir, et en poussant à l'écart les références initiales à partir desquelles ils s'étaient mis à discuter, ils ont commencé à mobiliser une référence complètement extérieure au champ de l'architecture, mais qu'ici, ils déclinaient dans l'architecture et dans leur projet urbain. Alors, au final, leur projet ressemblait à ça, parce que des Voronoi 3D, finalement, donc ils n'arrivaient pas à les gérer, c'était trop complexe. Donc ils sont revenus à une logique en façade avec une extrusion d'une façade composée de Voronoi. Donc ce sont les Voronoi, ce sont ces hexagones, ces pentagones qui semblent irréguliers, mais qui en fait correspondent à une optimisation à partir de points dessinés sur la façade, une optimisation des distances de chacune des arêtes à ce point. Les Voronoi sont utilisés par exemple aujourd'hui à New York pour définir l'emplacement des commissariats de police en fonction des concentrations des zones de crime. Donc c'est vraiment une logique d'optimisation spatiale.
Et donc finalement, tout le long du processus, ils n'ont mobilisé que cette référence-là, qui donnait une sorte de référence implicite à travers l'outil. Mais au final, lorsqu'on regarde les documents du rendu, on peut finalement faire le lien avec des références qu'ils ont regardées en début. Sauf que c'est devenu complètement implicite dans le temps du processus. Donc là, par exemple, Code 9, un projet concours visible sur ArchDaily, produit en 2012, qui utilise le même mode génératif, sauf que eux l'ont gardé en 3D. Je pense qu'ils n'avaient pas les mêmes ordinateurs que l'équipe que j'ai observée. Et puis, un des éléments du projet, qui était ces bras articulés, qui venaient uploader des pièces à la demande, puisque dans leur logique de projet, sur la question des modes de vie, il fallait pouvoir créer cette flexibilité, etc., en fonction de la demande initiale que je vous ai décrite. Cette logique de bras articulés, elle est présente dans une des références qu'ils ont gardées aussi au début, donc le Y Design Office. C'est donc les concepteurs, c'est Unit Fusion et le nom du projet c'est Y Design Office. Où c'est une grande tour sur un plan hélicoïdal, sur une logique de déploiement hélicoïdal qui procède par agglomération d'unités, les cellules d'habitation. Alors à quoi ça renvoie ça? Moi c'est la question que je me suis posée en les voyant et il me semble que ça trouve son origine dans un projet comme celui de Cedric Price. Donc là, Cedric Price, on est en 1961, c'est un projet qui s'appelle le Fun Palace et où finalement il s'agit d'une ville qui se construit, régulée par un système numérique avec des additions de pièces au fur et à mesure des besoins et des besoins de l'ensemble de la communauté de cette ville. En mobilisant des références strictement contemporaines, tout est après 2008, finalement on renvoie à un mouvement présent dans l'histoire de l'architecture qui est très identifié avec des dates bornées. Je vous ai dit un mot-clé, je vous ai dit le mot cybernétique. La cybernétique, est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Vous pouvez m'interrompre aussi quand il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas. J'espère qu'on garde du temps pour discuter à la fin aussi. Alors, la cybernétique, c'est la science des systèmes autorégulés. C'est une science qui s'intéresse beaucoup plus aux interactions qu'aux composants d'un système. Ça se décline dans les sciences du vivant, mais aussi dans toutes les sciences machiniques. Et aujourd'hui, ça se décline même à des échelles beaucoup plus sociologiques. C'est issu des conférences de Macy. Si vous cherchez un peu autour des thèmes cybernétiques, vous trouverez. Et donc, ce qui intéresse la cybernétique, c'est la modélisation de la relation entre les éléments du système. C'est une étude du principe d'interaction. C'est une étude informatique des principes d'interaction. Dans leur projet, en expérimentant à travers un outil embarqué dans le logiciel qu'ils connaissaient, ce qui était une assistance au dessin est devenu un réel élément moteur dans la conception. Ce Voronoi, architecte mathématicien russe du 19e siècle, était un acteur à part entière de la conception de leur proposition spatiale. En dehors de toute référence architecturale, finalement, en utilisant certains codes graphiques dans leur rendu, on retombe dans une lignée architecturale dont on peut remonter la source. C'est la question de la référence des références. Image de pensée. Alors, au long du processus, je les ai vus produire énormément de documents graphiques, de tout type. Là, je vous ai montré l'exemple d'une équipe qui était très orientée sur l'outil informatique et les explorations possibles. Maintenant, on va passer à une autre équipe, dont le projet s'appelait No Street No Shop, et qui, eux, ont enraciné leur projet dans une pratique du dessin. Un dessin schématique, donc ça, c'est l'idée du concept. Qu'est-ce que c'est un concept en architecture? Un concept en architecture, c'est pas tout à fait comme un concept en philosophie. On pourrait essayer de le qualifier en disant que c'est un principe d'approche de la question qui nous est posée. Sophie Houdard, dans son ethnographie de l'agence Kengo Kuma, raconte les planches de concept. Chez Kuma, les planches concept, ce sont des assemblages de différents matériaux. Ici, dans le cas de cette équipe, ce qui a fait concept à un moment donné, c'était un parti pris de distribution spatiale. Un principe d'organisation des éléments entre eux. Il a tout de suite été formalisé, ce concept.
Et cette image que vous voyez là était présente sur leur rendu, tandis que cette image que vous voyez là, c'est une photo que j'ai prise le premier jour du workshop. Il n'y a pas eu de déplacement du principe de dessin initial, ce concept, n'a pas été déplacé en une forme, il est devenu la forme. Donc ils ont tourné autour de la même idée pendant tout le temps du workshop, à savoir comment finalement construire cette structure proliférante qui devait créer un second sol à la ville. C'est passé par énormément de croquis à la main. L'idée d'une distribution en sous-sol qui remonterait voilà, le sol naturel qu'il ne faut pas toucher parce qu'on est dans une approche écologique, donc on laisse le sol naturel et on rassemble les humains dans des grandes mégastructures. Finalement, leur projet ressemble à ça. Mais dans les étapes de pré-rendu, leur projet était celui-ci. Entre les deux, ce qui s'est passé, c'est qu'on leur a fait une critique. On leur a dit, pendant le pré-jury, les organisateurs leur ont dit « Votre projet ressemble à une architecture brutaliste des années 70 ». C'était une phrase qui, au demeurant, est tout à fait vraie, mais qui était d'un aspect tellement définitif que tous les membres de l'équipe se sont dit « Ouh là là, surtout pas, nous on est contemporains, on fait de l'architecture d'aujourd'hui ». Le temps était trop court, donc au lieu de remanier le projet en profondeur, ils ont retravaillé le rendu, et finalement, avec ce rendu, ils s'inscrivent tout à fait dans les continuités de cet ordre-là, qui sont à la fois clairement mégastructurelles, et en même temps, qui cherchent une écriture plus douce, évanescente, avec le rôle du flou, qui est toujours extrêmement important dans ces images de projet. Le projet PowerPoint. Alors là, j'adresse une petite provocation. Je vous ai parlé de ces images-là qui montrent le processus. Comment est-ce que finalement, d'une parcelle X, on arrive à, par des jeux de contraintes réglementaires, hop, un step back ici, une contrainte de hauteur là, une présence infrastructurelle, on arrive à justifier l'implantation d'une tour. Là, c'est un projet de Big. En l'occurrence, Big, je pense que vous connaissez tous. Ils sont assez forts pour produire ce genre de petits schémas comme ça qui racontent l'histoire de la génération de la forme. C'est évidemment une mise en scène. Cette mise en scène s'est trouvée extrêmement fortement dans tous les projets. Ce que ça pose comme question de présenter son projet comme ça sous forme séquentielle, étape par étape, c'est d'une part le lien avec la méthode de l'algorithme dont je vous ai parlé. Ça leur était demandé, donc ils l'ont fait. D'autre part, ça pose la question des modes de raconter le projet et de justifier le projet. Cette approche pseudo-didactique cherche à décrire étape par étape le pourquoi on arrive à cette solution formelle. Mais finalement, c'est une illusion d'objectivation du processus. Dans le sens où chacun des actes qui sont mis en scène ici à travers ces plans, donc à savoir dessiner une colonne vertébrale numéro 1 qui relie deux gares de train, donc c'est une ligne ferrée, disposer des stations de façon à ce que ce soit équitable entre les différentes personnes qui habitent le quartier, définir le temps de marche acceptable, définir des sous-nœuds qui vont devenir des centralités, générer la triangulation de Delaunay, qu'on élargit de X en rue primaire et de X en rue secondaire, autour desquelles on choisit de répartir la densité. Donc le long d'une rue primaire, c'est plus dense, le long d'une rue secondaire, ça l'est moins. Puis, à partir de ça, on génère donc décidément, j'ai envie que ce soit des hexagones, les pentagones de Voronoi, qui servent en fait à distribuer l'ensemble des biens et des services dans l'unité urbaine dessinée. C'est en fait une succession d'actes qui sont montrés comme étant objectifs, mais qui relèvent d'un arbitraire du décideur. Donc ce que ça pose comme question, ce besoin de légitimisation et ce besoin de raconter de façon progressive, diapo par diapo, c'est la question du rôle du concepteur. Est-il auteur au sens où comme un poète le serait, donc au sens d'une poésie du faire,
ou est-il dans une approche techniciste, auquel cas il construit les étapes de projet comme autant de faits scientifiques qu'on pourrait vérifier. Bruno Latour, entre-temps, a démontré que les faits scientifiques étaient eux aussi une construction, donc la question reste ouverte. En tout cas, le positionnement en tant que concepteur, quand on produit ce genre d'image, je pense qu'il est très important d'avoir au moins conscience de ce que ça produit comme type de discours. Je vais passer là-dessus parce que le temps file et je voudrais qu'on ait le temps pour discuter. Donc un dernier point, là, les effets de rendu. Donc les moments où on est dans le littéral et où finalement on commence à frotter avec l'idée de la copie et de l'imitation. Ici, ce ne sont pas des références au sens où je les ai définies comme étant internes au milieu de l'architecture. Ici, ce sont des métaphores que les participants ont mobilisées. Une métaphore de la topographie, la montagne. Tout en haut, c'est le projet de Jean Nouvel qui est très connu, le musée de l'évolution humaine à Burgos, qui n'a jamais été construit et qui là aussi procédé d'une littéralité de la métaphore de la montagne. Donc ça, je pense que à partir du moment où vous commencez à savoir étirer un plan de surface avec un système paramétrique où on fabrique des courbes, alors on peut très facilement générer ce type de topographie et il y a à un moment donné un choix qui doit être fait de savoir si on le garde en tant que tel ou si c'est un outil à un moment donné dans le projet. Lorsqu'on passe cette mèche transformée à l'échelle d'un projet urbain, ça pose quand même un certain nombre de questions, des questions d'ordre très pratique sur la lumière, etc., mais aussi des questions d'ordre de la justification de la forme. Et dans le cas de ces deux équipes-là, il n'y a pas eu de processus raconté tel que ce que je vous ai montré en plan juste avant. C'est-à-dire que ces formes-là, on ne sait pas les justifier autrement que par la littéralité de la métaphore qu'elles représentent. Alors, une autre équipe qui a été très très tiraillée pendant tout le temps du workshop, ils ont eu énormément de débats entre eux et en gros, jusqu'à la veille du rendu, ils n'avaient pas de projet, donc c'était la panique. Et donc, à un moment donné, dans le workshop, a circulé ce livre. Ce livre, c'est une publication de l'Atelier international du Grand Paris sur un workshop précédent. Et là, ils ont finalisé leur projet en finalement prenant le projet en apesanteur qui était présenté dans ce livre et en le transposant à leur propre proposition. Je ne juge pas, c'est pas bouh, ils sont en train de copier, c'est pas bien. C'est pas la question. La question, c'est qu'à un moment donné, quand on arrive en fin de workshop, il y a un besoin d'arriver à un résultat finalisé. Et c'est parce qu'il y a ce besoin d'arriver à un résultat finalisé, parce qu'il y a ce besoin de production d'images, que des processus de ce type-là se passent. Par ailleurs, en tout début, de nouveau, il y avait cette référence-là, finalement, mais qui traînait dans les mains d'une autre équipe qu'eux n'avaient jamais vue. Donc ils auraient pu finalement partir sur cet axe dès le début, mais c'est parce qu'ils sont arrivés à un moment de crise très fort dans l'équipe, la veille du rendu, à ne pas savoir ce qu'ils allaient rendre, que finalement ils ont mobilisé une référence étudiante. Une des interlocutrices sur le terrain a finalement très bien résumé cette problématique de la production à la fin, le rendu. Voilà, elle a dit, ils ont besoin que le résultat final soit beau. Et finalement, à un moment donné, dans l'usage des références, c'est ça aussi qu'on utilise. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est beau dans cette image d'architecture? Qu'est-ce qui m'intéresse en termes de composition? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle me donne une prise sur mon projet? Et donc, ce qu'on mobilise à ce moment-là, ce n'est pas l'architecture en elle-même, c'est l'image, en tant que partie pour le tout du projet. Alors, ce processus de projet, je vous ai donné quelques exemples, c'est un peu hétéroclite, vous avez compris que c'était pas des cheminements si évidents. En plus, en tant qu'observatrice, je n'avais que mes deux yeux, mes deux oreilles, et ils étaient quand même très nombreux. Et il y a plein de moments où j'aurais eu besoin d'un casque à capteur d'ondes cérébrales pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur de leur tête. Or, je n'avais pas accès à cet endroit-là. Donc plein de gens se sont posé la question de comment représenter le processus de conception. À partir de ce que je viens de vous raconter, je suis incapable de vous dessiner un dessin comme celui de Monsieur Guerra, qui était paru dans Design Method in Architecture, livre très célèbre sur les méthodologies de design en architecture. Et je suis incapable
de vous proposer un diagramme comme celui de Madame Oxman dans Theory and Design in the First Digital Age. Je vous ai mis ces deux dessins à dessin, avec EIN à la fin, puisque les deux s'inscrivent dans une approche cybernétique, ce qui était aussi le cas des participants que j'ai pu observer. Sauf que ces schématisations méthodologiques ne prennent pas en compte toute une part d'intuitivité, voire de flou, voire de rush, voire de fatigue, voire de chaleur. Toutes ces choses-là qui finalement se passent sur le terrain, les moments de tension au sein de l'équipe qui font que c'est difficile de formuler le projet, toutes ces choses-là ne sont pas prises en compte par ces schémas. Et en même temps, si du coup j'essaye de poser réellement ma question initiale, qui est cette histoire de la référence, alors comment est-ce qu'elle passe ? C'est presque aussi illusoire que d'essayer de suivre la trajectoire d'une image sur Internet. Pourtant, j'ai essayé ici, alors je vous demande de surtout pas le recopier, c'est en très mauvaise qualité, non ? Bon. Surtout pas le recopier, mais plutôt, je pense que ce qui est important, c'est que vous fassiez votre schéma, savoir comment vous utilisez des références dans le processus de conception. D'abord, qu'est-ce que vous mobilisez ? Est-ce que c'est dans la discipline ou est-ce que c'est hors la discipline ? Si c'est hors la discipline, quelle est la valeur métaphorique de ce que vous mobilisez? Ou est-ce que c'est une valeur d'analogie? Je prends cette forme que je transpose à une autre échelle. Analogie au sens analogie formelle. Si c'est dans la discipline, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on mobilise que des choses qui sont dans la discipline? À ce moment-là, ça reviendrait à affirmer une autonomie de la discipline de l'architecture et donc de la construire comme une discipline savante, au même titre que l'art devient autoréférentiel, ou peut l'être en tout cas. Et si c'est une métaphore, notamment les métaphores à caractère biologique qui ont énormément le vent en poupe, à ce moment-là, par le processus de biomorphisme, est-ce qu'on revient à une architecture qui est construite comme discipline savante? Par ailleurs, est-ce que ces références, sont choisies ou sont imposées? Si elles sont imposées, ça veut dire qu'on vous transmet un patrimoine génétique. Si elles sont choisies, ça veut dire que vous construisez votre héritage. Là-dessus, je renvoie aux travaux de ma directrice de thèse, Alessia De Diaz, et au chantier du laboratoire duquel je fais partie, qui s'appelle Hériter le futur. Finalement, choisir sa lignée, se construire son héritage, c'est une activité extrêmement importante, mais ça nécessite d'avoir une conscience, voire un libre arbitre, et donc ça nécessite d'expliciter les raisons de choix. Lorsqu'on vous les impose, on ne prend pas la peine de savoir pourquoi est-ce qu'on nous les impose, on va les étudier directement. Mais vous devez vous questionner là-dessus, parce que le rôle de l'encadrant a été extrêmement déterminant dans le workshop que je viens de décrire, et je pense qu'il l'est assez souvent dans les situations d'apprentissage. Donc ensuite, comment est-ce qu'on les mobilise? Là, je vous ai montré que quelques exemples issus du terrain, très peu finalement. Il y a d'une part l'inspiration, c'est l'idée de l'implicite. La conception reste une boîte noire, on s'inspire. Tiens, ça donne des idées comme ça, c'est des choses très diffuses, c'est une vision d'ensemble qui à un moment donné inspire. Ça peut être méthodologique, c'est-à-dire comment est-ce que ça génère la forme. Ça, c'est les diagrammes que je vous ai montrés. Ça peut être tectonique, mobiliser des éléments structurels ou des séquences spatiales qu'on intègre dans le projet. C'est des choses que je n'ai pas vues dans le workshop, ça n'a pas existé. Par contre, pour avoir travaillé sur la pédagogie enseignée par Michel Kagan, donc plutôt la tendance néo-moderne, là, effectivement, il y avait un vrai travail sur les références pour prendre des séquences spatiales qu'on transposait au projet. Ça peut être de l'ordre de la citation. Donc là, c'est soit stylistique, soit on prend juste un élément d'une architecture qu'on met ailleurs. Exemple assez facile, prendre les chaises allongées de Le Corbusier à la Villa Savoie et les mettre dans une autre salle de bain, ce serait de l'ordre de la citation. Ici, de nouveau, je n'ai pas eu le cas, en dehors des effets de rendu, où là, il y avait clairement une logique de citation. Mais utiliser les références sur le mode de l'effet de rendu, c'est réduire le projet à sa fabrication d'images, et donc c'est vider une partie de son sens. Donc je pense que ça mérite d'être encore développé et affiné, mais finalement, tout ce que ceci sert à dire, c'est que la page n'est jamais blanche, et qu'il n'y a pas d'un côté les œuvres et de l'autre le contexte dans lequel elles prennent place et se déplacent. Le contexte est inscrit dans l'œuvre, et c'est le travail de l'architecte de réaliser cette inscription.
Et pour cela, il est très important de comprendre comment l'architecte choisit de réaliser cette inscription. Donc finalement, en questionnant les références, en questionnant le processus de projet, ce qu'on questionne, c'est la position du concepteur. Est-ce que le concepteur est envisagé comme un ordinateur? C'était le cas pour les organisateurs du workshop, puisqu'ils proposaient cette méthode algorithmique. Est-ce qu'il est considéré comme un magicien? C'est le cas lorsqu'on parle d'inspiration, cette sorte de moment magique où on est touché par la lumière divine et on a une idée d'un coup. Ou est-ce que finalement le concepteur est un système auto-organisé dans le sens où il acquiert une capacité de réflexion rétroactive sur ses productions? De nouveau, ces 3 dessins sont issus de la pensée cybernétique, c'est quelque chose qui habite le fil de mon discours, c'est inscrit dans ce terrain que je vous présente aujourd'hui. Et là où l'auteur de ces dessins cherchait à dire que ces catégories étaient hermétiques, ce que ma présentation montre, c'est que finalement on passe tout le temps d'un registre à l'autre. Et qui n'est pas, je suis pas en train de dire qu'il faut expliciter tout le temps les processus. C'est important de garder une part d'implicite, une part d'intuitivité. Sinon, ça casse le plaisir de la conception à un moment. Mais savoir jouer entre ces différents registres permet finalement une expérience plus pleine et peut-être plus consciente de ce qu'on est en train de produire. Alors, le rôle des organisateurs, et je finirai là-dessus, ça, c'est une citation qu'ils ont, qui est extrait d'un livre publié par Monsieur Majoran, donc un des organisateurs, et qui dit « Mais pour nous, le projet engagé est seulement esquissé. Nos disciplines, nous voulons dire l'architecture, l'urbanisme, le paysage, ne peuvent s'établir et se renouveler sur de simples constats. Et en tant que concepteurs, l'engagement qui nous semble important vis-à-vis du savoir, de la réflexion, c'est celui de les mettre en œuvre. » Donc ce qu'il affirme ici, c'est que les architectes produisent du projet et pas de la connaissance. Pour autant, en transmettant ces modes de faire, lui-même est dans une démarche où il construit de la connaissance. Conclusion, choisissez bien vos enseignants, vos références, explicitez-vous à vous-même pourquoi vous les choisissez et essayez de comprendre ce qui opère dans les phases de projet. Pour eux, ce qui opère, c'est une portée idéologique, puisque finalement, leur objectif, c'est de développer cette pensée de la ville numérique et de l'agriculture urbaine bio-high-tech. Ça, c'est la suite du workshop que je vous ai présenté aujourd'hui. Ils sont encore en train d'en faire dans différents lieux. Et donc, ils portent un discours de l'ordre de l'idéologie. C'est revendiqué et assumé, hein, donc c'est pas du tout de l'ordre du jugement. Et juste pour finir, ce ne sont pas les seuls à se poser ce genre de questions. Et là, je vous montre le catalogue de la dernière exposition Archilab. Donc, l'architecture mondialisée à tendance biomorphique a encore de beaux jours devant elle. Merci. Merci beaucoup pour cette très claire, présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonjour, et déjà merci pour cette conférence. J'avais 2 petites questions. La première, c'est par rapport à ce workshop. Je voulais savoir s'il existait une publication. Donc de ce workshop, le livre que vous avez montré à la fin, je crois que c'est pas ça. Non? Et la deuxième question, c'était par rapport à l'exemple que nous avez montré sur le projet en apesanteur. Donc, on a vu cette idée de cette référence qui a été transposée à un site, mais quand on voit des formes de cet ordre-là, on s'imagine mal qu'elles n'ont pas été pensées avec un site. Donc, dans le premier projet étudiant qui a beaucoup inspiré les deuxièmes. Et je voulais savoir, ça a dû poser des des problèmes en fait avec ce nouveau site. Et il a fallu l'adapter. Et en soi, je voulais savoir si vous pensez pas que ça peut être aussi une façon d'aborder un projet. Donc de transposer avec les difficultés de ce nouveau site, ils ont dû réfléchir et adapter le projet. C'est aussi une forme de projet. Oui. S'il y a une limite donc au projet et donc à l'utilisation d'une référence, ou si c'est vraiment une sorte de plagiat. Alors, merci de poser la question du site. Alors, il n'y a pas de publication sur ce workshop-là spécifiquement.
Donc ça, c'est pour la première question. Et sur la question du site, alors c'est un point très important. Je me suis pas arrêtée dessus parce que c'était pas l'objet, mais en fait, les équipes ne sont jamais allées sur le site. Donc le site était un site théorique, dans le sens où on leur a donné une parcelle sur une carte et on leur a dit voilà, vous travaillez ici. Le site avait été sélectionné notamment parce qu'il était très plat et donc il permettait d'être un site théorique. Ensuite, sur l'adaptation, faire des exercices à la manière d'eux, en architecture, c'est des modes d'apprentissage extrêmement courants. Effectivement, ça devient un moyen d'apprentissage pour le projet quand on commence à altérer la référence. Et là, par incrémentation, finalement, la discipline se construit aussi, c'est tout le travail autour du type qui fonctionne de cette façon-là. On peut dessiner des maisons à patio de 1000 façons, tu vois, donc ça c'est une logique de type. Mais dans ce cas-là, c'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas utilisé cette solution spatiale du pylône et de la bulle suspendue comme une typologie. Ils l'ont utilisée comme une forme qu'ils ont transposée. Et comme leur site était de papier, ce qui a gouverné à la transposition et à l'altération de cette référence initiale n'étaient pas des contraintes de l'ordre du site, c'était des contraintes de temps pour finir. Et du coup, ils ont aussi enlevé toute une partie des idées qu'ils avaient. Hein. À cette étape-là, c'était une prise de choix très forte vis-à-vis de leur processus. Et c'était justifié finalement par rapport à leur projet à la fin. Ils ont réussi à justifier cette forme. Ils ont bricolé, mais ils avaient besoin en fait. Ce qui comptait, c'était qu'ils étaient rassurés. Ils avaient des choses à montrer. Et donc cette angoisse de ne pas montrer de document fini, c'est quelque chose qui est très très présent. Aujourd'hui, surtout là, les personnes que j'ai observées, mais ce que je vois aussi à l'école d'architecture de Belleville, je connais un peu moins le contexte ici, il y a quand même une très forte aisance sur les outils informatiques, et à un moment donné, produire un rendu devient une sorte de démonstration de savoir-faire aussi, et donc devient une injonction en fait. Et quand on rend, on fige. Donc ils n'ont pas pu justifier le processus tel qu'ils le décrivaient, puisqu'ils ont figé. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Oui. C'est sur votre conclusion, en fait, où vous reprenez inspiration, méthodologie, tectonique, citation, etc., les éléments, et vous dites la page n'est jamais blanche. Alors, entre parenthèses, j'ai dit, ah bah oui, ça confirme, l'architecture n'est pas de l'art, dans ce cas-là. Et ensuite, vous dites quelque chose sur l'inspiration, et là, je trouve que ça va un peu trop vite dans votre conclusion, quand vous dites magicien, lumière divine, etc. Justement, en art, il y a longtemps qu'on n'en est plus au magicien et à la lumière divine, et puis il y a une science qui s'appelle la poétique, enfin, une discipline qui s'appelle la poétique, avec Paul Valéry, qui est derrière, et puis plus récemment, René Passeron, qui ont vraiment très très bien analysé justement ce moment très complexe de la page blanche, enfin de cette inspiration, d'où elle vient, comment elle se transforme, voilà. Donc je voulais juste dire ça par rapport à ce champ de l'art qui s'est vraiment penché sur la question d'une façon très méthodique et très rigoureuse de l'analyse de ce moment avant justement l'arrivée d'un système de référence ou l'arrivée de la pratique manuelle, je dirais aussi, dans le projet. Mais en même temps, ce que vous dites là sur il n'y a pas de page blanche, effectivement, on voit bien, pas seulement pour cette ville cybernétique que vous montrez là, mais dans le travail des agences, on voit bien le nombre d'ouvrages quand on commence un projet qui sont ouverts sur les tables avant le démarrage du projet, cette masse énorme justement de référents qui sont là présents à travers lesquels on circule, quoi. Voilà. Donc ça, je crois qu'effectivement il y a une caractéristique extrêmement précise ou spécifique de l'architecture, mais néanmoins la question de la création, la question d'amener quelque chose de nouveau, de rompre le rythme de la répétition, parce que qui dit système de référence dit quand même répétition, cycle de la répétition.
Et il me semble qu'il y a des architectes qui amènent quelque chose de nouveau et donc qui réussissent à prendre une autre trajectoire et qui créent un différentiel, qui créent une différence. Et alors, voilà, d'où sort cette différence, si ce n'est de quelque chose qui n'est pas justement lié à une reprise référentielle, mais une aptitude à proposer, à projeter, tiens, peut-être justement, une puissance, une force qui vient d'ailleurs. Et donc ces inspirations, ça peut être lié au vécu, ça peut être lié à des voyages, ça peut être lié à la littérature, ça peut être lié à un tas d'autres choses que des références au projet, enfin oui, directement, je veux dire. Oui. Bah, là, effectivement, ma présentation elle est restrictive dans le sens où je m'appuie sur le corpus qu'ils ont emmené. Ah oui. Bien sûr. Mais il y a un ensemble d'autres choses qui sont mobilisées et de nouveau j'ai donné des petits exemples. Il y a de l'invention et de l'innovation dans l'architecture. Je suis pas en train de dire qu'elle se constitue que à partir de références et de toute façon mobiliser des références, même ça, c'est un acte qui est à la fois rétrospectif et proactif puisque c'est en utilisant des choses derrière qu'on se projette loin devant. Sur la capacité d'innovation, sur la poétique. Je sais pas si on peut finalement. Enfin, j'ai un peu un problème avec ces théories-là, savoir si on peut les transposer au monde de l'architecture. Ça marche pour l'art. Il y a une valeur d'idéation qui est très forte comme ça. Je sais pas si les architectes procèdent tellement comme ça, et je crois que l'idée procède par le faire en architecture. Donc tant qu'il n'y a pas même 3 mots sur une feuille, l'idée elle n'est pas encore là. Elle est dans un... Et alors ce qui m'a étonné aussi dans les références que vous avez montrées, et donc ce qui m'a étonné c'est l'étroitesse du champ référentiel, quoi. C'est-à-dire c'est affligeant. Où est l'imaginaire? C'est-à-dire qu'est-ce que vous dites? Bio-numérique. Ouais. Il y a un moment donné, on aurait créé, à partir de cette idée de la biologie et du numérique, cette association entre bio et numérique, des images fantastiques ou des images renvoyant à la science ou enfin je sais pas, ça, pour moi ça ouvre un monde absolument énorme, lié à la science et puis lié aussi à la fiction et lié enfin voilà. Et alors je trouve que le système référentiel qui est présenté, qui sort que des revues et que de l'internet, je trouve ça mais vraiment terrible. On peut s'en désoler. Et dans le catalogue naturalisé à l'architecture, il y a effectivement tout un tas d'autres images qui ont de très forts pouvoirs suggestifs et qui sont complètement extérieures au monde de l'architecture. Mais je pense qu'il est important de souligner que les étudiants ont mobilisé, 1, que des références architecturales, 2, que sur les sites qu'ils consultent. Donc, c'est ce qu'on constate. C'est plus qu'une remarque, c'est un constat. Et oui, ça a une part d'assez inquiétant. Et en même temps, c'est un mode opératoire qu'il faut prendre en compte. Et donc là, il y a une responsabilité de l'enseignant derrière, peut-être aussi. Et là, c'est vrai que ce qu'on voit très bien dans la présentation, c'est aussi l'attente, au fond. Enfin, on a l'impression que la pression, enfin, que tu exposais à travers un cas, effectivement, de la production de l'image, enfin, de cette peur de ne pas réussir à figer, à produire une image, on sent quand même que derrière, il y avait effectivement une attente très très forte de la production de quelque chose de clos. Enfin, dans la manière de peut-être certainement de formuler aussi. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas une attente qui venait des profs. Les organisateurs, ce qu'ils avaient demandé, en fait, en attendu pour le rendu, c'était de pouvoir avoir des documents qui permettraient de fabriquer une maquette en laser cut ensuite. Donc la pression du rendu, elle n'est pas venue de la part des profs. Elle est venue des étudiants eux-mêmes, qui ont besoin de produire de belles images. C'est aussi, mais ça rentre dans une logique dans laquelle on est tous. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire de belles images? Est-ce qu'ils veulent les mettre dans leur book? Pourquoi ils veulent les mettre dans leur book, ces belles images? Pour être pris en agence. Donc il y a une logique derrière qui est enfermante. Ce que je décris, c'est un peu triste, mais en tout cas, je l'ai vraiment senti sur ce terrain-là.
En fait, je crois que le mot il est plus là, parce que en fait, plus que la référence, c'est l'image, parce que les références sont aussi prises comme des images en fait. C'était très bien cette question du contexte qui change la situation de projet, parce qu'il change l'image aussi, quoi. Et c'est là où je sais pas s'il y a héritage ou pas héritage en fait. Parce que est-ce que l'image est pas quelque chose qui rassure? Parce qu'effectivement, on a quelque chose qui est fait, qui est produit et qui facilite peut-être le faire. Alors bon, le workshop c'est aussi un temps particulier. Hein. Il y a une intensité, il y a un temps très court, et même s'il n'y a pas des attendus de rendu très formalisés, il y a cette deadline du rendu de la production qui est quelque chose de fort. Enfin, moi, j'ai beaucoup plus vu des images que des références, quoi. C'est vraiment à tel point que ce qui était référence avec toutes les méga structures de cet architecte japonais dont j'ai oublié le nom, mais et qui, je veux dire, qui pouvaient être des vraies références, en fait, n'étaient plus là, quoi, n'existaient pas. Parce qu'elles sont pas utilisées comme, enfin, effectivement, elles étaient plus mobilisées en tant qu'image qu'en tant que ce qui était dans l'image et en tant que le projet en lui-même. Après, il n'empêche qu'ils ont discuté de volumétrie en regardant ces images-là. Mais bon, il n'y avait pas d'axonométrie. Il n'y a aucune axonométrie dans l'ensemble des documents de référence qu'ils ont emmenés avec eux. Donc il y a aucune axonométrie, il y a très peu de maquettes abstraites, il y a quand même une primauté de la perspective, si possible de nuit, si possible avec du flou, si possible avec du contre-jour, enfin avec tout un ensemble d'artefacts qui composent aujourd'hui les images de rendu de la plupart des concours internationaux. Et donc ça marque beaucoup les étudiants dans la façon dont ils se sont emparés ces sources-là. Mais oui, c'est surtout des images de référence. Peut-être j'ai pas assez insisté sur. C'est plus des images de référence que des références en fait. C'est juste. Et le contexte était terriblement absent. Moi, j'étais très très étonnée qu'à aucun moment sur. Enfin, la référence, ça peut être aussi un univers intellectuel. Quand vous parliez des néo-modernes, en fait, c'est la référence, c'est tout un processus de conception, une image, un mode constructif, un système constructif. Enfin, voilà, la référence, c'est aussi un univers culturel en architecture. Et là, cet aspect univers culturel, en fait, disparaît derrière, effectivement, une image, quoi. Ouais. Alors c'est le cas sur ce terrain-là. Comme je disais, sur mes autres terrains, finalement, sur l'agence UFO, par exemple, eux, les références qu'ils mobilisent sont principalement des références d'ordre conceptuel. Et donc ils s'inscrivent très fort dans une ligne de pensée qu'ils font exister et coexister avec des ouvrages d'architectes autres. Mais ce qu'ils mobilisent pour justifier, expliquer, construire leur démarche, c'est essentiellement des références d'ordre plutôt de la filiation intellectuelle. Mais il y a une sorte de tabou en architecture à citer. Et surtout quand on cite d'architecture à architecture. Quel serait le corpus d'un architecte aujourd'hui qu'il pourrait assumer de se construire comme corpus? Il est beaucoup plus facile de se construire un corpus intellectuel. Ça engage beaucoup moins en tant qu'auteur du projet. Ça engage en tant qu'auteur, mais en tant que... Donc cette question de la référence de l'architecture à l'architecture, elle est certes une focale réduite, je dis pas que c'est la seule, mais elle est à poser, je crois vraiment, fondamentalement. Comment on mobilise d'autres références, comment on assume, comment... Moi, je suis enseignant de projet dans cette école, et donc en réalité, je reconnais beaucoup de choses dans ce que vous avez présenté qui ont rapport avec l'enseignement que nous pouvons pratiquer tous. Enfin bon, les questions que l'on se pose face à l'étudiant, face aux références qu'il apporte, etc. On peut aussi se poser des questions sur la façon dont on va aussi influencer l'étudiant,
ne pas l'influencer, le laisser libre, le laisser complètement. Enfin, on travaillait aussi avec cette dimension du rêve. Enfin, pourquoi l'étudiant est-il venu à l'école? Qu'est-ce qu'il cherche? Quelles sont ses attentes? Moi, je pense que toutes ces questions-là, elles sont là sous-jacentes, parce que aussi quand on voit les étudiants qui, par exemple, ont voulu vraiment être architectes et finalement sont dans cette situation d'absence, de manque que vous notez à un certain moment. Bon, on sait pas quoi faire, quoi. On avait envie d'être architecte, mais finalement, on sait même plus quoi répondre à la question qui nous est posée. Et là, je pense qu'il y a un maillon manquant quelque part, c'est-à-dire, c'est comme si justement, enfin pour moi, en tout cas, c'est une des choses sur lesquelles je travaille, c'est la question du sens, c'est-à-dire quel est le sens du travail? Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Et pourquoi faisons-nous des projets dans telles circonstances? Quelle est la pertinence de ce projet à cet endroit-là? Et moi, je pense que, bon, après la question du tabou que vous posez, évidemment que, enfin, l'autre question qui vient chez les architectes, c'est que la question de l'image que l'on renvoie. C'est-à-dire qu'un architecte de mon âge, je suis moi-même praticien en parallèle avec ma pratique d'enseignant, je suis praticien comme architecte. Et effectivement, la majorité des confrères de mon âge ou des consoeurs, par exemple, lorsque l'on dit enfin, à quel architecte faites-vous référence? Enfin, j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'interviewer pas mal d'architectes moi-même. Certains ne veulent pas les citer simplement parce que ça, en termes d'image, ça n'est pas valorisant de dire ben moi j'aime bien un tel. Bon, tout d'un coup, on rentre dans une catégorie. Donc, comment sortir de cette catégorie, par exemple? Enfin, c'est toute une question. Donc moi, en fait, j'ai que des commentaires à faire. J'ai peut-être pas vraiment de questions à vous poser, mais je pense qu'aussi il y a un véritable travail à faire chez les enseignants, enfin, et chez les architectes praticiens, de savoir aussi justement comment s'opère chez eux ce passage entre le désir dont vous parlez, hein, le plaisir de la conception, et aussi finalement l'injonction à faire des projets, c'est-à-dire de cette manière. Même un architecte, à un certain moment, lui arrive dans son agence, par exemple, des projets auxquels il s'attend pas du tout et auxquels il a jamais réfléchi, et tout d'un coup, bah oui, bon, on va s'y confronter, on sait pas comment répondre. Tout d'un coup, il faut reposer des questions fondamentales. Et donc, chez les architectes praticiens, comme chez les enseignants, je pense qu'aussi chez les enseignants, comment est-ce que la référence opère? Parce que vous le dites bien, je trouve. Dans ce workshop, malgré tout, les étudiants, s'ils arrivent avec ces références, c'est malgré tout que quelqu'un leur a montré. Bon, évidemment aussi, ils sont dans un système, enfin, ils cherchent beaucoup. Il n'y a pas de doute. Hein, c'est-à-dire, vous êtes tous derrière les étudiants, mais c'est pas définitif. C'est-à-dire, c'est pas parce que pour ce workshop-là, ils mobilisent ces références-là qu'ils ont que celles-ci. Absolument. Donc absolument. ça rejoint la question de la catégorie aussi. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on n'est pas enfermé dans une catégorie, c'est une sorte d'aptitude à naviguer entre différents mondes de référence. Quand on ne cite que Le Corbusier et Henri Siriani, on devient partie du groupe Uno, et à ce moment-là, c'est un système qui est extrêmement consolidé. Ça n'empêche pas qu'ils emportent avec eux tout un tas de références intellectuelles autres, etc. Mais en termes d'architecture, ça devient très constitué. Après, est-ce que c'est simplement un problème de catégorie, de pas oser citer les références d'architectes qu'on a? Je vous pose la question à vous alors. Moi, je pense que pour un architecte, il y a une image de marque, il y a un problème d'image de marque, de se vendre. Donc on peut pas non plus donner ces références, quoi. Enfin, c'est-à-dire beaucoup d'architectes ne les donneront pas. Ils ne diront pas, moi je travaille suivant les principes établis par Louis Kahn. Enfin, la majorité d'entre eux ne diront pas, même si en réalité c'est quand même, enfin, il y a quand même quelques pistes comme ça où aujourd'hui justement tout ce qui est les formes de la nature, hein, que Toyo Ito par exemple utilise énormément. Mais par exemple Toyo Ito, en ce qui concerne la médiathèque, je pensais pas mal à ce projet-là pendant que vous parliez aussi, c'est que Toyo Ito par exemple a bien décrit son processus de conception, le processus de conception qu'il a essentiellement élaboré dans des avions et dans des hôtels, enfin en n'étant jamais à l'agence, simplement en envoyant des fax,
en disant bah tiens j'ai pensé à ça, regardez les algues, comment elles sont constituées, etc. Enfin, ce qui est très intéressant, quoi. Mais je crois que c'est Martine qui a bien posé la question tout à l'heure. Je crois que c'est Martine, oui, qui disait en fait il y a quand même ces gens qui percent, quoi. C'est-à-dire qu'à un certain moment, et je pense que c'est le désir, peut-être inavoué de tous les étudiants, c'est que à travers toutes ces références, c'est à un certain moment, est-ce que moi je vais avoir une idée qui n'est pas encore apparue? C'est quand même un rêve, quoi. On l'a tous, je pense, peut-être. Oui, la petite faille qui fait qu'à un moment donné il y a invention, qu'il y a invention, qu'il y a innovation, c'est ça? Ouais. L'écart, quoi. Voilà. Mais moi, juste sur le trouver quelque chose de nouveau, je pense dans le fait que dans les références qu'ils aient choisies, il y ait énormément en fait de concours, de lauréats de concours étudiants. Je pense qu'il y a aussi la convoitise de devenir soi-même référence. Et ça, c'est un mouvement qui, je pense, les porte beaucoup, et les porte beaucoup aussi à la production d'images. Alors moi, il me semble que justement cette différence qui pourrait émerger, elle vient certainement du choc entre des choses qui sont peut-être incompatibles. Et il me semble que le système de référence là qui est présenté est vraiment monomaniaque. Oui. Je dirais c'est que l'architecture des tours d'une certaine époque, même pas rien sur le cybernétique, rien sur la biomorphisme, rien sur l'animal, sur la cellule, je sais pas, il y a plein sur les sciences, on n'a pas le temps, d'accord, on est dans un workshop, enfin bon, bref. Si, ils auraient pu. Sur la socio, faire habiter les gens dans du bio, c'est qui c'est ces gens, comment on va habiter dans le bio numérique? Qu'est-ce que ça apporte? Quand même, j'ai vu le nombre de personnes qui allaient être logées par paquet, on disait 7000 ou tiens dans cette forme c'est une donnée. L'habitant est une donnée au même titre que le site est une donnée. On est vraiment dans la fiction. Et il me semble que ça c'est le propre de l'urbanisme le côté monomaniaque sur toujours le même champ de référence qu'à l'architecture des tours empêche justement un croisement de complexité de l'architecture qui fait qu'elle émerge dans sa différence par le croisement entre des sciences, de la sociologie, de l'histoire, le champ des arts, plus les tours, plus, enfin, il me semble. Et voilà. Et donc, il me semble que cette simplicité, finalement, qui est renvoyée ensuite à la manipulation informatique, parce qu'il y a aussi tout ça, il y a ce jeu à un moment donné de s'approprier un logiciel et qui va prendre tout le dessus, pratiquement sur la conception, sans passer par le questionnement réflexif, me semble-t-il. Donc voilà, je suis pas sûre que l'ordinateur permette d'amener autre chose que de la forme et des images. Je sais pas. Hein. Je crois que c'est à eux qu'il faut le demander. Non, mais parce que l'aisance que j'ai vu avoir les participants vis-à-vis de l'outil fait que ils sont pas non plus en train de subir leur outil. C'est-à-dire ils trouvent, mais comme le crayon est un outil, je veux dire, ils trouvent l'agilité pour que ça devienne pas que l'effort mis dans la manipulation ne procède pas de où est-ce que je clique pour que ça fasse ça, mais procède de qu'est-ce que je veux, donc je le fais comme ça. Et donc l'outil est enfermant et habilitant en même temps, comme. Mais bien sûr, oui, ça donne une part très importante à l'outil. Bon, après, moi, mon cœur de sujet de thèse, c'est sur les contextes d'innovation numérique. Donc, nécessairement, la question de l'outil informatique, je la place au centre aussi, puisque c'est là-dessus que je me pose des questions. Donc, c'est un regard qui est orienté. Moi aussi, j'ai ma responsabilité dans ce regard-là. En même temps, le workshop, c'est aussi un terrain qui active, en fait, dire qui amplifie, et en même temps qui évidemment une vraie coupe sur la manière de procéder. Enfin, ce référentiel d'image, il n'est pas évidemment existant que dans ce lieu qu'est le workshop, mais aussi dans la pratique quotidienne de certaines agences. Enfin, pas toutes, évidemment. Sans réduire, sans dire que cette expérience puisse décrire toutes les pratiques, elle est aussi très très évidemment illustratrice de certaines démarches. Après, moi, je pense que vraiment, enfin bon, peut-être on terminera là-dessus. Je trouve que c'est extrêmement important de poser ces questions-là ici, hein, parce que bien évidemment, en tant qu'enseignant, on se les pose tout le temps.
mais je pense qu'évidemment les étudiants, enfin cette importance de se reposer à chaque fois à sa question de sa bibliothèque interne, quoi. Enfin, je veux dire, avec quoi on opère, comment on la constitue et comment on la croise. Je pense que c'est une question qui est réellement, enfin j'espère que ceux qui étaient dans cette salle l'ont bien entendu. Enfin, on ne cesse de le répéter, mais je pense que c'est vraiment une question qui est réelle. Et ça va au-delà de la question est-ce qu'on assume, est-ce qu'on cite ces références, que renvoyait Marc Dillet tout à l'heure sur le fait qu'on a peur de la catégorisation quand on cite tel ou tel architecte parce qu'on a peur d'être classé dans un mode de faire. Mais je pense que cette question du croisement des connaissances, qui est toujours justement le lieu de l'innovation, c'est le lieu de l'innovation. C'est-à-dire ce petit quelque chose qui va émerger, c'est justement parce qu'on a su se constituer de manière assumée et réflexive sa bibliothèque interne de référence, quelle qu'elle soit, qu'elle soit formelle, idéale ou autre. Et donc sur choisir s'aligner, finalement, la question c'est d'en être conscient et d'avoir envie de se la constituer. Quoi. Totalement. Comme mot de la fin. Juste encore une question, enfin, parce que finalement choisir s'aligner, c'est bien un peu des questions posées par Bourdieu, je suppose, non? Sur l'héritage. Enfin bon, moi je pense que la sociologie est quand même c'est assez curieux parce que je trouve que le numérique, il va pas suffire, je pense, pour arriver à élucider les questions que vous posez. Et je pense que la sociologie, elle est directement en lien. Et moi, je dirais même plus pratiquement la psychanalyse. Enfin, c'est-à-dire que il y a tout un domaine de l'inconscient. C'est-à-dire que il y a des désirs non avoués qui travaillent. Et je pense que ces questions-là, elles dépassent largement le numérique, l'architecture. Moi, modestement, je fais juste une ethnographie dans les milieux de conception. Comme je disais, je suis pas dans leur tête. Donc effectivement, il y a des moments, des choses peut-être de l'ordre de la psychanalyse, des sciences cognitives. Voilà, là-dessus, j'ai les limites de ma méthode et avec ses points forts aussi, quoi. Enfin, non, c'est pas une critique sur la méthode. Je pense que c'est des ouvertures de cette méthode-là. C'est une vraie, c'est quelque chose sur lequel j'ai buté. Un champ extrêmement large. C'est quelque chose sur lequel j'ai buté parce qu'il y a des moments où j'avais envie de savoir ce qui se passait dans leur tête, quoi. Parce que quand dans les 2 heures, le projet change de tout au tout, la façon de le représenter change du tout au tout. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Moi, je dirais par exemple, je sais pas si vous connaissez ce livre sur le rêve écrit par Pontalis, dans lequel il dit que en fait, dans le rêve, c'est le monde qui se projette à l'intérieur de notre esprit sur un écran. C'est très fondateur, je trouve, enfin, de même la façon dont les étudiants sont marqués pratiquement de manière inconsciente par des images qui sont passées même à très grande vitesse devant leurs yeux à différentes circonstances, même au cours de conférences, par exemple, comme celle-ci. Il y a beaucoup de pistes de recherche alors en perspective pour ceux qui vont prendre ces sujets. On va reste à remercier encore une fois Nancy Taviano pour cette brillante présentation et nous nous retrouvons la semaine prochaine autour de la conférence de Vincent Ducatez autour de la pratique là, de Lacaton et Vassal. Merci.